Alors on va rechercher les efforts, on va voir comment rechercher les efforts internes d'une structure plane chargée dans son plan, de façon assez simple. On va partir sur un exemple de structure, donc toujours la même structure qu'on avait étudiée déjà pour rechercher les réactions d'appui. À cette structure, bien entendu, on travaille toujours dans le repère global. Si on fait apparaître les actions de liaison, on se retrouve avec des actions que nous avions calculées au préalable, donc de 2,83 décanewtons au point A, 2,16 au point D et une action horizontale au point D de 2 décanewtons. Alors, on retrouve toujours les mêmes lettres qui représentent les extrémités de notre structure. Et cette même structure, toujours dans le repère global, eh bien, on va lui donner également des repères locaux. Ces repères locaux sont dirigés, l'axe des X est toujours dirigé le long de la barre elle-même. Donc ici, elle apparaît verticalement, et le long de BD, elle apparaît horizontalement. L'axe des Z est perpendiculaire à l'axe des X, dirigé dans le sens que l'on souhaite. Ici, je le prends sortant de la structure, et là, vers le haut. Et pareil, je me donne un sens positif. J'essaye de rester le plus proche possible de mon repère global pour ne pas trop mélanger les différents éléments. Mais je pourrais choisir mon repère local dans n'importe quelle direction a priori. Je vais donc étudier la structure et rechercher les efforts internes en opérant des coupures. Donc je vais avoir une coupure le long de AB, une coupure le long de BC, et puis également à faire une coupure le long de CD. J'ai donc judicieusement choisi les points caractéristiques de façon à déterminer mes coupures. Je vais les choisir, ces points caractéristiques, bien entendu au niveau des appuis, au début et à la fin de tout chargement linéaire, au niveau des chargements ponctuels et au niveau, encore une fois, de tous les appuis. Donc je vais avoir ici 3 coupures à opérer. Je vais d'abord étudier le tronçon AB. Si je regarde une section droite qui se trouve entre A et B, eh bien, je peux opérer une coupure et faire apparaître un point G1 qui va se balader entre A et B. Et pareil, je regarde la partie basse, cette fois-ci la structure, je retrouve exactement la même chose avec le point G1, mon chargement, mon chargement. Ce qui est important de remarquer, c'est qu'on travaille toujours dans le repère local de la structure quand on va chercher les efforts internes ou les sollicitations, et on va repérer le point G1 par rapport à l'axe des X, toujours par rapport au point A. Enfin, toujours par rapport au point A parce que je travaille dans le tronçon AB. Je fais donc apparaître les efforts internes, les actions donc qui vont agir. Donc c'est la partie droite de la structure qui agit sur la partie gauche. Donc là, la partie G1D qui agit sur la partie A, G1. Je fais donc apparaître un effort normal, N, un effort tranchant, V, et un moment fléchissant, M. On peut remarquer que si j'isole, si je regarde ce qui se passe dans cette structure-là, donc que je parle des efforts de la partie droite de la structure sur la partie gauche, j'applique et je projette ces sollicitations à l'intérieur de mon repère local, parallèlement à mon repère local. V est donc parallèle et dans le même sens que Z, N est parallèle et dans le même sens que le petit x, et puis le moment est orienté de façon positive par rapport à mon repère local. A l'inverse, quand je regarde ce qui se passe sur la partie droite de la structure, les actions de la partie gauche sur la partie droite vont donc apparaître de façon opposée, puisque ce ne sont pas vraiment des actions, mais ce sont des réactions de la partie droite sur la partie gauche. Donc là, je ne suis plus dans le repère local, je suis à l'opposé de mon repère local. Je peux donc étudier soit cette structure-là qui, elle, est en équilibre sous toutes ses actions, soit cette structure bleue qui est en équilibre également sous toutes ses actions. Si je choisis d'étudier la partie orange, là, que j'avais isolée en orange, et que je représente tous ces éléments-là, eh bien, je peux tout simplement appliquer le principe fondamental de la statique sur le tronçon AG1. Je me retrouve donc à écrire les équations classiques
donc la somme des forces horizontales égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0, et enfin la somme des moments égale à 0. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'applique ce PFS dans le repère global, celui-ci, ou est-ce que je l'applique dans le repère local, celui-ci? Ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, c'est vous qui choisissez, mais de façon rigoureuse, donc soit de toujours projeter dans le repère global, soit de toujours projeter dans le repère local. Il n'y a pas de solution meilleure a priori que l'autre. Si j'écris ces équations, je me retrouve donc avec la somme des forces suivant x global égale à 0. J'ai donc moins v de x plus 1, donc c'est cette charge répartie, sur une longueur petit x qui doit être égale à 0. De la même façon, si je fais la somme des forces, cette fois-ci verticale, je me retrouve à faire apparaître ma sollicitation d'effort normal plus 2,83, mon action de liaison. Puis, je calcule le moment, mais cette fois-ci pas par rapport à n'importe quel nœud, mais uniquement par rapport au nœud G. Alors ici, c'est plutôt le nœud G1 que j'avais déterminé ici, que j'avais choisi ici. Je me retrouve donc à écrire m de x plus 1 décanewton par mètre, c'est-à-dire cette charge linéaire qui s'applique, fois x, donc je fais apparaître la résultante ou la somme de toutes ces charges linéaires, fois le bras de levier qui va agir pour déterminer le moment, c'est-à-dire x sur 2. J'en déduis donc mes actions internes, v de x qui est égal à x, n de x qui vaut moins de 83 décanewtons et m de x qui vaut moins x carré sur 2. Si je continue donc avec ces équations déterminées, je peux tracer le diagramme de l'effort normal. Ici, pour toutes les valeurs, toutes les positions de G1 le long de A, B, eh bien la valeur est toujours de 2,83 ou plutôt de moins 2,83. Donc vous voyez qu'ici je mets un signe pour être sûr de ne pas me tromper parce que je ne représente pas forcément le diagramme dans le sens positif ou dans le sens négatif, mais j'insiste en mettant un signe à l'intérieur. Pour le diagramme de l'effort tranchant, il vaut donc 1 fois x, donc pour x égale 0, j'ai bien une valeur égale à 0, et pour x égale 2 mètres, c'est-à-dire en position dans le point B, eh bien je vais me retrouver avec un effort tranchant de 2 décanewtons. Le moment fléchissant, maintenant, eh bien celui-ci est parabolique, il est en moins x carré sur 2, donc je peux le tracer directement. Je peux aussi remarquer ici que je peux utiliser quelques principes. Donc si je retourne ce tronçon AB et que je le mets à l'horizontale, je vais donc dessiner mon diagramme de sollicitation. J'arrive à moins 2 décanewton-mètres ici, puisqu'effectivement, cette longueur AB vaut 2 mètres. Je remplace x par 2 sur mon équation, dans mon équation, et je me retrouve à écrire moins 2 au carré sur 4, soit moins 2x. Moins 2, pardon, décanewton-mètres, c'est bien la valeur du moment que je trouve en B. Ce qui est remarquable dans cette situation-là, c'est que d'abord, il faut que je me souvienne que la dérivée du moment par rapport à x est égale à moins v. Je peux donc constater que lorsque v est égal à 0, c'est-à-dire au niveau du nœud A, je vais obtenir une tangente horizontale pour M. Donc, je vais dessiner ma tangente horizontale ici. Ça va me permettre déjà d'amorcer ce dessin-là, même si je ne le calcule pas, je ne le dessine pas en le calculant à chaque point et en utilisant cette formule. Ensuite, au niveau du nœud B, je peux me souvenir également que la dérivée de M au niveau du nœud B est égale à moins V au niveau du point B, c'est-à-dire égale à moins 2, puisque V est égal à 2. Et donc là aussi, je peux tracer le vecteur directeur, la tangente, à cet endroit-là, puisque moins 2 devient le vecteur directeur de ma tangente, comme on le voit sur ce dessin-là. Je me retrouve donc avec cette tangente à la courbe que je peux utiliser ici. Cette tangente, je vais donc la faire apparaître ici sur mon diagramme correctement orienté, c'est-à-dire avec A et B
verticale. Alors, ce que je peux remarquer également, c'est que j'ai une charge uniformément répartie. Quand j'ai une charge uniformément répartie, je me retrouve avec un effort normal qui est constant si cette charge uniforme est perpendiculaire à la barre AB. Si par exemple j'avais à considérer le poids propre de cette barre, j'aurais une charge verticale et là j'aurais plus de charge normale en bas qu'en haut. Mon effort tranchant, lui, est linéaire parce que j'ai une charge répartie et mon moment fléchissant, il est parabolique parce que j'ai une charge répartie. Ça, c'est des choses qu'on peut retenir qui peuvent nous servir de vérification. De plus, au niveau du nœud A, eh bien, j'ai un appui simple, donc je sais que le moment A est égal à 0. Alors pour le reste de la structure, on va pouvoir travailler maintenant sur le tronçon BC de la même façon. Donc j'ai toujours le choix d'isoler la partie gauche de la structure en faisant apparaître un nœud G2 qui va se balader entre le point A et entre le point B et le point C. Il va être orienté et positionné grâce à un repère petit x qui va se trouver maintenant débuter au niveau du point B, puisque je travaille sur le tronçon BC. Donc quand je dis que je travaille sur le tronçon BC, ça veut simplement dire que le point G2 où je vais étudier l'équilibre se promène entre B et C. Et de la même façon, je peux isoler la partie droite de cette structure-là. Alors, à nous de réfléchir maintenant sur est-ce qu'il est plus pertinent de travailler et d'appliquer le PFS sur cette structure-là, ou est-ce que c'est plus intéressant de travailler sur cette partie de la structure. Alors, à vue d'œil comme ça, il n'y a pas de charge répartie sur cette partie-là, donc on peut se dire que c'est peut-être plus simple sur ce point-là. Et donc, on pourrait travailler sur G2D. Si j'ai X qui apparaît ici entre B et G2, eh bien, je vais avoir les distances 3 moins X qui vont apparaître là et 6 moins X qui vont apparaître là. Je suis toujours dans mon repère local, défini précédemment, et je vais appliquer le PFS en faisant la somme des forces horizontales, la somme des forces verticales et enfin la somme des moments au droit du nœud G2 de cette structure, donc de droite. Si je fais ça, je me retrouve avec toutes ces équations. Et si je continue mon travail, je me retrouve avec, si je continue le calcul, je me retrouve avec N qui vaut moins 2 décanewtons, V moins 2,84 et M qui vaut moins 2,04 plus 2,84 fois X. Donc sur la partie donc de la poutre BC, donc X variait en partant de B et en allant jusqu'à C. On a un effort normal qui vaut moins 2 décanewtons, donc qui est constant sur toute la portion entre B et C, quelle que soit la position X. De la même façon, on a un effort tranchant qui vaut moins 2,84 décanewtons, donc lui aussi il est constant et négatif. Et enfin, on a un moment fléchissant qui varie de façon linéaire, que l'on peut dessiner de cette façon-là, donc qui va avoir tendance à croître entre moins 2 et 6,48 décanewtons-mètres. Ce que l'on peut constater, c'est que dans un premier temps, on retrouve le fait que la dérivée du moment fléchissant par rapport à x est égale à moins v, puisque si je dérive le moment ici, je vais retrouver 2,84, et donc v de x est égal à moins 2,84. En utilisant cette propriété-là de v qui est égal à moins la dérivée de m, eh bien je constate que là, l'effort tranchant est constant sur cette portion entre B et C, et que donc le moment fléchissant varie de façon linéaire avec un vecteur directeur qui vaut 2,84, donc moins V. De plus, la valeur du moment au niveau du nœud B ne change pas, que ce soit sur le tronçon AB ou sur le tronçon BC. Donc en B, on a une continuité du moment fléchissant, on a toujours la même valeur qui vaut moins 2 décanewtons-mètres. On a une charge ponctuelle, donc si on a une charge ponctuelle, eh bien l'effort normal ne varie pas. La charge ponctuelle fait aussi que l'effort tranchant est constant. La charge ponctuelle fait aussi que le moment fléchissant varie de façon linéaire.
Ça, ce sont des constantes que l'on va retrouver, des propriétés que l'on va retrouver tout au long des diagrammes que l'on aura à représenter. Donc il nous reste à étudier le tronçon CD. Le long de ce tronçon-là, on va donc travailler sur un point G qui va se promener entre C et D. Ce point G, on va l'appeler G3. Il va donc être positionné à une distance X du point C, le démarrage donc du tronçon. On fait apparaître du coup en isolant la partie gauche de la structure toujours les sollicitations ou les efforts internes. Et si on isole la partie droite, eh bien on va dire la réaction opposée à cette action sur cette partie-là de la structure, sur la partie droite de la structure. Voilà, donc de la même façon que précédemment, on se retrouve dans un repère local, x, z avec un sens positif, et la distance qu'on va avoir entre le point G3 et le point D à l'extrémité de notre poutre va valoir 3 moins x, puisqu'ici, on a bien 3 mètres entre C et D, et qu'on va avoir petit x entre C et G3. Alors, de la même façon précédemment, on peut soit isoler la partie gauche, donc ce qui apparaît ici en orange, soit la partie droite, ce qui apparaît ici en bleu. Pour être plus simple, on va peut-être plutôt isoler ce tronçon-là où il y a moins de charge qui s'exerce. Donc on va isoler G3D et on va appliquer sur ce tronçon le principe fondamental de la statique. De cette façon-là, on fait apparaître les 3 équations fondamentales de la statique en prenant soin bien sûr de calculer le moment autour du point G3. Ces 3 équations vont nous permettre de trouver l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant qui lui dépend de x, encore une fois, démarrant du point D et allant jusqu'au point D. Démarrant du point C et allant jusqu'au point D. Donc ça veut dire que x varie entre 0 pour le point C et 3 mètres pour le point D. Alors, on va donc appliquer sur ce tronçon CD les équations que nous venons de déterminer et on va pouvoir remarquer dans un premier temps, comme tout à l'heure, qu'on a un effort tranchant qui vaut 2,16 décanewtons, qui se trouve être, eh bien, effectivement, si on fait la dérivée du moment par rapport à x, on va retrouver moins v. On retrouve le vecteur directeur ici qui vaut moins la constante de v. Donc l'effort normal, moins 2 décanewtons, donc là on reste sur le moins 2 décanewtons sur cette portion-là. L'effort tranchant constant, 2,16 décanewtons, on dessine le diagramme de 2,16 décanewtons, donc ce qui veut dire que quelle que soit la position de G3 entre C et D, on aura 2,16 décanewtons d'effort tranchant. Et enfin le moment, qui lui varie de façon linéaire. Donc si je me place en x égale 0, eh bien mon moment fléchissant vaut 6,48. C'est bien la valeur que j'ai ici. Et il va varier de façon linéaire. Alors on peut constater donc, si on a une charge ponctuelle, ce qui est notre cas ici, on retrouve bien un effort normal constant, un effort tranchant constant, et un moment fléchissant linéaire. Le moment est continu en C, donc c'est la même valeur pour juste avant le point C et juste après le point C, ou en gros juste avant la charge P, juste après la charge P. À l'extrémité ici, on avait un appui articulé, et au droit de cette articulation, on se retrouve donc avec un moment nul. On a toujours les caractéristiques du moment fléchissant et de l'effort tranchant, sachant que la dérivée du moment fléchissant est égale à moins l'effort tranchant. Ce qui nous montre que ici, pour V, on a une constante, donc on voit bien que l'effort, le moment fléchissant, lui, doit être linéaire, avec un vecteur directeur qui vaut moins 2,16. On a donc un moment qui est décroissant.